Tu commets en ce moment des erreurs dans ta façon de communiquer sans même t'en rendre compte. Oui, je parle bien de toi là. Et ça peut te coûter très cher. J'ai commis ces erreurs pendant ces 10 dernières années sans que quiconque n'ose me le dire. J'avançais dans ma carrière de formateur en prise de parole en public, en montant sur scène ou dans mes conférences. Je me croyais super à l'aise et super éloquent, mais dans de nombreuses situations, que ce soit face à un public exigeant ou dans des réunions à enjeu, mes compétences à l'oral m'ont fait défaut, ce qui m'a fait perdre pas mal d'opportunités. Moi, je suis Nicolas Mel et je suis donc formateur en prise de parole. Et après avoir accompagné des grandes entreprises très connues, après avoir appris à des milliers de professionnels à améliorer leur façon de parler devant un public, je constate sans cesse qu'il y a ces 5 erreurs qui reviennent et qui se répètent. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment les repérer et comment les remplacer. La première erreur, c'est d'oublier la question qui t'est posée. Ça nous arrive à tous, hein. On a des sessions de questions-réponses et je sais que ça t'est déjà arrivé également. Il y a un membre du public ou de ton équipe qui te pose une question super simple à propos d'un projet du genre est-ce qu'on est toujours dans les temps pour ce projet? Oui, on est toujours dans les temps. Alors par rapport au projet, on a commencé un peu plus tard que prévu parce qu'on avait décidé qu'on avait besoin d'un peu plus de temps sur les maquettes et ensuite le développeur il a trouvé des problèmes et il y avait une intégration la semaine prochaine qui était prévue pour s'assurer de tout ça. Mais du coup, c'était quoi la question que vous m'avez posée déjà? Je suis sûr que c'était déjà arrivé ça. Et tu sais pourquoi ça arrive? En fait, plusieurs choses se passent dans ton esprit lorsqu'on te pose une question sur ton expertise pour la première fois. Tu es peut-être trop concentré à essayer de prouver que tu maîtrises tout. Donc tu donnes plein de détails, un peu comme si c'était des preuves, et c'est le résultat d'une peur d'oublier quelque chose d'important. T'as pas vraiment réfléchi à la réponse et t'abordes le sujet progressivement, au lieu de commencer directement par le cœur du sujet. Donc quand on fait ça, on pense réellement apporter une valeur ajoutée. On se dit, bon, ils m'ont posé des questions par rapport au projet, donc je vais leur parler du projet. Mais la plupart du temps, les gens cherchent simplement à avoir une idée générale de la situation. Ils cherchent pas à tout comprendre ou à avoir tout le contexte. Et le plus problématique, c'est que ça se produit souvent devant des responsables et que ces responsables te perçoivent pas comme brillant et consciencieux, mais comme confus et difficile à suivre. C'est pourquoi la prochaine fois qu'une question t'est posée, voici un cadre de communication en 3 parties que je te demande d'utiliser. Ça s'appelle la méthode RCQ. R pour répondre, C pour contexte et Q pour question. Tu peux répondre à leurs questions en une seule phrase claire et ajouter un peu de contexte si nécessaire. Ensuite, tu leur poses une question de clarification du style « Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voulez plus de détails ?» Ainsi, ils pourront te soutirer davantage s'ils en ont réellement besoin. Voici à quoi ça ressemble si on te demande de nouveau si on est toujours dans les temps pour le projet. Alors oui, on est toujours dans les temps pour vendredi. On a commencé un peu tard car la conception nécessitait un peu plus de temps, mais le plan est en phase avec la fenêtre d'assurance qualité de la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a besoin de plus de détails par rapport à ça? En général, on va te répondre non, c'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Est-ce que c'était pas mieux comme ça en vrai? Tu vois, le fait d'utiliser un cadre de communication comme la méthode RCQ pour répondre aux questions, ça t'assure de répondre effectivement à la demande et d'éviter de te perdre dans un discours confus et décousu. Ça, c'était la première erreur invisible. Mais la deuxième, tu vas voir, elle est encore plus sournoise parce que quand on la commet, on pense paraître réfléchi, posé, mais les gens perçoivent en réalité qu'on est un peu perdu. La deuxième erreur consiste à externaliser son processus de pensée. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu sais, c'est ce moment où tu verbalises à haute voix ce qui se passe dans ta tête, donc tu fais ça devant tout le monde, alors que la situation exige une posture d'orateur et une pensée structurée. Je participais la semaine dernière à une réunion d'ailleurs avec une personne qui avait l'air super sûre d'elle. J'avais aucun doute quant à ses connaissances, son expertise. Mais quand je lui posais une simple question, sa réponse, ça m'a fait me remettre en question. Parce qu'au lieu de faire une pause, au lieu de trouver une réponse claire dans sa tête et de répondre, cette personne s'est contentée d'exposer son raisonnement à voix haute. Et ça m'a entraîné sur différentes pistes et ça m'a perdu en fait. Donc moi, je lui avais demandé, selon toi, quelle devrait être notre prochaine étape? Et sa réponse, c'était, alors je pense à voix haute, mais alors moi je pense que ça devrait être cette option. Attends, peut-être parce que si on a choisi cette option, alors en fait, non, c'est peut-être l'option B. Si on faisait ça, il y a peut-être encore une autre option. Qu'est-ce que tu en penses? Et tu vois, là, la personne pense à voix haute et c'est pas du tout rassurant. Personnellement, ça m'arrivait beaucoup de faire ça et je partage ça avec toi pour la simple et bonne raison que beaucoup d'entre nous savent au fond de nous-mêmes que nous sommes intelligents, compétents et capables. Mais dès qu'on est sur le devant de la scène, dès qu'on ouvre la bouche et qu'on parle, nos compétences en prise de parole nous font défaut. Et ça incite les gens à nous dénigrer et à nous ignorer. Et puis, en regardant
regardant cette vidéo, en appliquant les méthodes que je te propose, tu ne fais pas que mieux parler devant un public. En fait, tu changes activement la façon dont les gens te perçoivent. Parce qu'en améliorant tes compétences d'orateur, tu mets en valeur tes meilleurs atouts. Donc, comment éviter d'externaliser son processus de pensée, de réfléchir à haute voix? Je t'ai déjà donné la réponse dans la première erreur. En fait, en utilisant des cadres de communication. Et c'est vraiment ça qui va t'aider à être le plus clair possible. Surtout quand tu dois répondre à des questions un peu de manière improvisée ou que tu te trouves dans des situations où il y a beaucoup de pression et d'enjeux. Parce que quand on est sous pression, généralement, on devient nerveux et c'est ça qui provoque un trou de mémoire. Et puis on perd le fil, de sa pensée, et puis tout ce qu'on dit, c'est pas clair et c'est ce qui fait qu'on extériorise sa pensée. Donc les cadres de pensée, ça va permettre de s'appuyer sur des structures lorsque l'esprit est en plein chaos. D'ailleurs, j'ai enregistré une formation gratuite où j'ai condensé plusieurs cadres de pensée, les plus puissants, ceux que j'utilise quotidiennement, notamment lors de mes conférences ou dans des conversations de tous les jours, tout ça pour éviter de m'éparpiller. Donc je parle d'une manière plus claire, plus concise et plus cohérente grâce à eux. Si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer ci-dessous et tu verras, il y a un lien dans lequel tu pourras trouver tout ce qui t'aidera à mieux t'exprimer. Alors, quelle est la méthode exacte pour éviter de verbaliser à haute voix son processus de pensée? Tout simplement, ne réponds pas immédiatement. Silence. Prends une grande inspiration. Adopte cette posture de penseur où tu prends le temps. Ça va te donner le temps de réfléchir réellement à la réponse. Et quand tu fais ça, tu pourrais te dire: attends, mais c'est bizarre de faire un silence de plomb face à un public, mais crois-moi, ça va donner cet air plus réfléchi, plus confiant, et ça va créer une grande envie d'en savoir plus de la part de ton public. Une fois que tu as trouvé la réponse, tu utilises la fameuse méthode RCQ, réponse, contexte, question, le cadre qu'on a appris précédemment, et ça peut donner quelque chose comme, si on te pose la question, alors quelle devrait être notre prochaine étape? Mais écoutez, moi je recommande que nous choisissions l'option B, parce que si on choisit l'option A, on va rencontrer des problèmes d'échelle, notamment au 3e trimestre. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Tu vois la différence? Dans la première version, j'ai verbalisé l'intégralité de mon arbre de décision, et puis dans la deuxième version, j'ai communiqué la décision, j'ai été clair. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais exprimer ses pensées à haute voix, c'est utile pendant les séances de brainstorming par exemple. Mais quand un public ou un client a besoin d'une décision, d'une position d'expert, verbaliser ses pensées, à ce moment précis, ça te coûte ta crédibilité. Tu leur montres une ébauche alors qu'ils veulent la version finale. Je sais, beaucoup d'entre nous ont été formés à montrer leur travail, surtout dans des postes techniques. Excellent pour résoudre des problèmes. Mais quand il s'agit de s'exprimer en public, surtout dans des situations à enjeu, ça peut paraître déroutant en fait d'exprimer à haute voix sa pensée. Maintenant, on va passer à l'erreur numéro 3. Il m'a fallu des années avant de pouvoir reconnaître cette erreur sur scène ou en réunion. Je me permets de t'interrompre 7 petites secondes. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux devenir un leader capable de t'exprimer avec impact et assurance, je propose en ce moment quelques séances de coaching offertes avec un membre de mon équipe. L'objectif, il est simple. 30 minutes pour faire un point précis sur ta situation et voir comment tu peux gagner en impact, en légitimité, en assurance à l'oral. Attention, c'est uniquement réservé aux managers, aux entrepreneurs et aux dirigeants qui veulent sérieusement améliorer leur impact à l'oral. Donc tu peux candidater via le premier lien dans la description et nous, on retourne à notre vidéo. L'erreur numéro 3, c'est lorsque tu restes neutre face à une décision ou une question qui se présente à toi. Imagine, tu as un membre de ton équipe qui te pose une question et qui te dit « Qu'est-ce que tu veux manger, tiens, pour le déjeuner ?» Et que tu lui réponds « Écoute, moi ça m'est égal, comme tu veux, je suis facile à vivre, pas de souci. » En fait, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit qu'on va rester vague comme tout le monde parce qu'on veut pas décider où on va déjeuner. Parce que si on choisit l'endroit et que cet endroit plaît à personne, les gens vont nous blâmer. Donc je sais pas, vous faites ce que vous voulez, peu importe. Vous voyez le problème? Vraiment agaçant, parce que non seulement c'est frustrant quand vos amis n'arrivent pas à se décider, mais en plus, on finit par ne rien faire du tout. Dans un contexte professionnel, tu donnes l'impression que tu te laisses guider par les décisions des autres, que t'as pas vraiment d'opinion et que t'as peur de faire le mauvais choix. En fait, en prenant à position, on finit par tomber dans l'oubli. En grandissant, on nous a appris qu'être agréable, c'était la bonne chose à faire, être sympa, ça nous aide à éviter les conflits. Et tu veux surtout pas paraître difficile ou trop catégorique, donc on reste neutre. Mais la neutralité, elle te rend pas la vie plus facile. Ce que ça signale à l'auditoire, c'est un manque de leadership et un manque de décision. Donc si on agit ainsi trop souvent, on s'exclut progressivement des décisions importantes. Les conséquences, les gens cessent de nous écouter et ils arrêtent de nous demander notre avis. Autrement dit, on se rend insignifiant. Comment éviter ça? Voici exactement ce qu'il faut faire. Lorsqu'une personne du public te pose une question, prends un moment pour réfléchir à ta position, puis suis la méthode PRO. P pour position, t'indiques ta position.
R pour raison, tu donnes une raison solide pour justifier ta position. Et O pour ouverture, tu ouvres la porte aux questions ou à la discussion. Par exemple, tu es en réunion et on te dit, alors on a deux options, soit on publie une vidéo par semaine sur YouTube, soit 2 vidéos, qu'est-ce que tu en penses? Ta réponse, selon moi, on devrait publier 2 vidéos par semaine. C'est ma position. En fait, on a constaté une augmentation de 200% du nombre d'abonnés au cours du dernier mois. Et on doit redoubler d'efforts dans ce sens tant que la chaîne a encore de l'élan. Ça, c'est ma raison. Si on passe à 2 vidéos par semaine, quelle serait la chose la plus importante que vous souhaiteriez que les nouveaux spectateurs fassent lorsqu'ils tombent sur l'une de nos vidéos? Et ça, c'est l'ouverture. S'abonner par exemple. Comme ce que vous avez déjà fait, je suppose. Bon, entre nous, je suis pas très à l'aise pour inviter les gens à s'abonner. J'essaie donc d'être un peu créatif pour vous rappeler de le faire. On est d'accord? T'es déjà abonné, hein? Non mais sérieux, si tu veux soutenir cette chaîne, c'est un petit geste qui compte énormément. Donc, n'hésite pas et fonce. Très bien, on revient au sujet de la vidéo. Est-ce que tu as vu à quel point cet exemple était percutant? Est-ce que ça t'a paru difficile ou agressif? En fait, pas du tout. N'oublie pas d'utiliser le cadre PRO, PRO, lorsqu'on te demande ton avis sur un sujet, parce que ce sont les orateurs qui défendent réellement une cause qui influencent les décisions. Bon, cette prochaine erreur, c'est quelque chose que je peux garantir que 99% des gens commettent. La 4e erreur, c'est celle de ne pas diriger l'énergie. Quand on monte sur scène ou qu'on entre dans une salle avec un groupe de personnes, on laisse un peu l'ambiance décider de la façon dont on va se comporter. Si les gens sont silencieux, on est silencieux. S'il y a de l'énergie, on va l'être aussi. Et il n'y a rien de particulièrement mal à ça au début, puisque c'est comme ça qu'on établit rapidement un lien de confiance avec son public, en rencontrant les gens là où ils sont, et en s'adaptant à leur énergie. En fait, ce dont je parle, c'est qu'il faut comprendre qu'on a le pouvoir, en tant qu'orateur, de changer l'énergie d'une pièce et de donner le ton pour que les gens s'accordent à soi, au lieu de simplement s'adapter indéfiniment aux autres. Quand tu regardes bien, c'est l'une des caractéristiques des grands leaders. Ils ne se contentent pas de copier l'énergie ambiante, ils donnent le ton. Pour moi, quand je parle à un groupe, il y a des moments, clairement, qui exigent un niveau de passion très élevé. Et ensuite, des moments qui exigent un niveau de concentration absolue. Lorsqu'on passe de sujets légers et amusants à des sujets plus sérieux et profonds, je vais modifier délibérément ma façon d'aborder les choses. Je canalise l'énergie des personnes qui m'entourent et c'est ce qui fait de toi un communicant magnétique et charismatique. Tu ne te contentes pas d'apporter une idée, en fait, tu transformes l'énergie de la salle. Donc concrètement, comment on fait? Première étape, il faut apprendre à lire l'ambiance dans un premier temps. Comprendre comment le public est actuellement en termes de niveau d'énergie. Réfléchis à la façon dont ils réagissent. Est-ce qu'ils sont bruyants? Est-ce qu'ils sont plutôt calmes, silencieux? Est-ce que le sujet en ce moment est ludique? Est-ce qu'il est grave? Est-ce qu'il est pesant? Deuxième étape, tu peux reproduire ça et harmoniser, s'harmoniser avec l'autre. S'ils sont plutôt calmes, réfléchis. Ne les agresse pas en parlant fort. Accueille-les avec calme. Pourquoi c'est important? Parce que ça va créer une harmonie et ça va donner aux gens le sentiment que tu les comprends. Et une fois que tu sens que vous êtes en phase, toi et ton auditoire, là, on passe à la 3e étape. Tu modules lentement ta voix pour l'amener au niveau d'énergie souhaité. Si tu veux être calme, réfléchi et que tu souhaites orienter l'énergie vers quelque chose de plus léger, ludique, là, on va ajouter un peu de volume, un peu plus de chaleur, un peu plus de mélodie dans la voix. Tu vas les inviter simplement à passer à un niveau supérieur avec toi. Et là, le travail consiste à rencontrer le public là où il est, puis à l'amener là où tu souhaites aller. Et oui, pas facile. T'as pas besoin d'être un conférencier survolté 24 heures sur 24. Mais les orateurs qui ont le plus d'impact n'ont pas peur de donner le ton et de ne pas se contenter de se conformer à l'énergie ambiante. Allez, le dernier point, c'est celui qui m'a bloqué le plus longtemps. 5e erreur, ne pas exploiter pleinement le potentiel de son instrument vocal, de sa voix. Imagine qu'un ami t'offre une guitare, mais qu'il ne t'ait jamais appris à jouer de la guitare. Cette guitare, elle restera sur une étagère, elle prendra la poussière et elle deviendra un potentiel gâché. La plupart d'entre vous l'ignorent, mais ta voix, elle est aussi un instrument. Et tout comme cet ami qui peut t'offrir une guitare sans t'apprendre à en jouer, personne ne t'a donné le mode d'emploi pour utiliser ta voix. Tiens, à quand remonte la dernière fois où quelqu'un a pris le temps de s'asseoir à côté de toi et t'apprendre à jouer de cet instrument vocal, de t'apprendre à jouer avec ta voix? Franchement, il m'a fallu plus de 10 ans pour maîtriser mes compétences en prise de parole et je peux te le dire tout de suite, c'est la compétence qui a clairement transformé ma vie. J'ai eu la chance d'aider des milliers de personnes à être plus à l'aise pour parler en public et à faire porter leur voix. Et quand ils y parviennent, ils libèrent leur potentiel, sont enfin reconnus et valorisés pour ce qu'ils apportent réellement et non plus seulement pour le travail qu'ils accomplissent dans l'ombre.
Alors, à quoi ça ressemble concrètement le fait de jouer de son instrument? En fait, la plupart d'entre nous ne jouons que les 5 mêmes touches au piano, quel que soit le sujet abordé devant notre public. Ils utilisent la même mélodie, le même débit de parole, le même volume monocorde, un peu comme j'essaie de le faire en ce moment. L'objectif, c'est d'apprendre à jouer les 88 touches de ton piano vocal. L'objectif, c'est d'apprendre à être un orateur dynamique. Comment procéder concrètement? En apprenant à contrôler quelques réglages simples. Ton débit de parole, ton volume, ta prosodie, c'est la musicalité de la voix. Quand tu accélères le rythme, ta voix paraît plus passionnée. Quand tu ralentis, tu donnes plus de poids à tes paroles et tu mets en valeur ce que tu dis. Quand tu parles fort, c'est une façon de faire preuve de confiance et de vitalité. Et lorsque tu parles doucement, tu obliges la salle à tendre l'oreille. Et puis, lorsque tu ajoutes un peu de mélodie à ta voix, non seulement tu deviens plus dynamique, mais tu deviens aussi plus captivant et plus mémorable. En fait, les meilleurs orateurs savent comment moduler ces paramètres lorsqu'ils communiquent et ils varient leur approche pour maintenir l'attention de leur public. Le plus fou, c'est qu'ils le font, mais inconsciemment. Parfois, ils accélèrent le tempo, parfois, ils baissent la voix, parfois, ils utilisent tout le potentiel de leur prosodie. Et c'est ce qui te rend plus dynamique et plus facile à écouter. Voici donc les 5 erreurs que la plupart des gens commettent lorsqu'ils parlent et qu'il te sera désormais impossible d'ignorer. À toi de remplacer ces erreurs par les techniques que je t'ai présentées dans cette vidéo. Et tu révéleras ainsi une toute nouvelle version de toi-même sur scène qui n'est plus négligée, plus ignorée, mais respectée et écouter. Sois pas tant que ça attaché à l'orateur que tu es maintenant, mais pense à ta version future. Et puis, n'oublie pas de consulter le lien dans la description pour accéder à ma formation gratuite et approfondir tes connaissances sur la prise de parole en public.